Bonjour à tous. Merci à tous, enfin je une grosse majorité d'avoir participé, contribué, à l'étude, que ce soit, l'ALCA pour, sa confiance et puis, son soutien tout au long de l'étude, le COPIL, le comité de suivi, et puis, tous les éditeurs, imprimeurs et quelques diffuseurs aussi qui ont bien voulu, contribuer aux enquêtes. Donc, comme ça a été dit, l'étude a été réalisée par, Inextinso Innovation Croissance et Axial. Donc, Inextinso Innovation Croissance plutôt pour sa connaissance de la conduite des études, de marché, des études d'impact, et puis surtout, le volet innovation durable et Axial pour, son expertise sur, la filière du livre. Voilà. Notre étude s'est déroulée en plusieurs étapes. On a eu une première phase d'état des lieux, des pratiques éco-responsables auprès des éditeurs et des imprimeurs de la région, qui a été aussi complétée avec des données bibliographiques, à l'échelle, plutôt, nationale pour avoir des comparatifs et puis, on a avancé sur une analyse, plus fine, la compréhension des freins et des opportunités sur les pratiques éco-responsables pour arriver à, des scénarios de préconisation, en essayant d'arriver à des, actions, assez, opérationnelles qui, malheureusement ne seront pas décrites, aujourd'hui, mais qui ont été, communiquées à l'ALCA et qui viendront un petit peu plus tard. Donc par rapport à la méthodologie, hein, globalement, c'est à peu près la même chose que sur les autres études. On a commencé par une enquête en ligne, donc avec des questionnaires qui ont été diffusés largement auprès des éditeurs de la région et des imprimeurs. Et puis ces en enfin les retours des enquêtes, ont été complétés par des entretiens directs, auprès de certains éditeurs et imprimeurs, pour compléter les retours, affiner la compréhension des premiers retours qu'on avait eus avec les enquêtes en ligne. Juste une petite précision quand même, c'est que à la base, l'étude était vraiment orientée sur, les éditeurs et les imprimeurs. On a quand même souhaité, au cours de l'étude, ajouter quelques retours de distributeurs parce qu'il s'est avéré que c'était quand même un maillon important, notamment sur les pratiques, éco-responsables. Donc ça a été fait, voilà, sur ce volet-là. Au niveau des retours, on a eu quand même une participation, assez bonne. En tout cas, sur l'enquête en ligne, on a eu, 193 éditeurs qui ont été sollicités, avec un taux de retour de 39. Et puis sur les imprimeurs, forcément où il y en a un petit peu moins, enfin la base était un petit peu moins, conséquente, en région, donc 25 ont été sollicités et on a eu, 6 retours, donc ce qui représente un taux de retour de 24. 2 pourcentages qui sont, assez bons et qui permettent d'avoir des analyses, qui sont, aussi, assez, fiables. Sur les entretiens, donc on a fait 5 entretiens avec des éditeurs, quelques entretiens avec des imprimeurs et puis des distributeurs. La sélection des profils a été faite en collaboration avec l'ALCA et c'était en fonction, voilà, on a essayé d'avoir, une représentativité de profils. Donc par exemple sur les éditeurs, sur des genres, différents, des plus petites ou plus grandes, maisons d'édition. Voilà, pour avoir, une représentativité, qui nous convenait, pour les besoins de l'étude. Si on prend, les retours par rapport aux éditeurs, plusieurs maillons ont été identifiés comme d'intérêt, en tout cas sur les pratiques, éco-responsables, heu, pour les éditeurs, hein. Donc on a eu en premier, ce qui est ressorti, c'est vraiment, l'impression et la gestion des tirages, qui apparaît comme une priorité sur ces enjeux-là pour les éditeurs. Ensuite, la seconde vie du livre et la gestion des retours et puis, la distribution. Donc ça conforte un peu ce que j'ai dit avant. La distribution, apparaît comme un maillon important sur l'impact environnemental. Donc c'est pour ça aussi qu'on a intégré, ce maillon-là. Et puis ensuite, derrière, on retrouve plutôt la conception, la promotion, voilà, qui arrive un petit peu, derrière. Donc si on fait le focus sur la gestion des tirages, oui, ça.
Donc, ce qu'on voit, c'est que les actions prioritaires, en tout cas les pratiques prioritaires des éditeurs, correspondent à l'ajustement des tirages. Donc ça, c'est une pratique qui est assez répandue parce qu'on la retrouve auprès de 73 des répondants. C'est aussi parce que c'est lié à une dimension, économique, et donc ça permet d'éviter le surstockage et aussi, le pilon. Donc ça, c'est une pratique qui est, assez répandue et qu'on retrouve, globalement. Ensuite, il y a l'utilisation du papier, certifié, où c'est une pratique qui apparaît auprès de 60 des répondants. Et puis on a le choix des imprimeurs certifiés, labellisés aussi qui apparaît, auprès de 56 des répondants. Même si, plusieurs éditeurs interrogés ont quand même soulevé le fait qu'il y avait un petit flou quand même autour des labels, des certifications et de, ce qu'il y avait réellement derrière, voilà. Donc c'est, aussi des notions peut-être à préciser. Sachant que quand même dans les retours et ça fait un peu le lien avec ce qui a été dit sur les priorités de l'éco-conception par rapport à l'économie, et aux enjeux économiques, c'est que globalement, les éditeurs sont sensibles en fait, aux démarches d'éco-conception, à l'éco-responsabilité, mais qu'il y a des contraintes économiques qui sont assez fortes et que donc ce ne sera, malheureusement, c'est pas toujours évident de faire passer en priorité les démarches, éco-responsables, voilà. Donc c'est pour ça que sur les imprimeurs, beaucoup vont vers des imprimeurs qui sont certifiés, labellisés, mais ce sera jamais au détriment du prix. Si le prix est beaucoup trop cher, voilà, ce sera pas le critère de choix numéro un. Donc ensuite, si on passe enfin encore une fois à la gestion, des tirages. On voit quand même que une grosse proportion des éditeurs, plus de 50, ont recours à des imprimeurs qui sont, en dehors de la région et même de la France. Donc, on est plutôt sur, une grosse majorité des impressions qui se font en Europe. Alors il y a plusieurs, raisons à ça. C'est qu'on a parfois, en fait, un manque de cohérence, enfin entre les attentes et les besoins des éditeurs et puis les moyens et les compétences des imprimeurs aussi. Donc on a, notamment dans les freins, principaux, hein, qui ont été évoqués, bien sûr le tarif, hein, puisqu'il y a quand même, une différence de tarif qui est assez importante entre ce que des imprimeurs français peuvent proposer et des imprimeurs, dans les pays de l'Est ou en Espagne ou voilà, dans d'autres pays d'Europe. On a aussi, quand même, la notion de qualité. Donc, les éditeurs n'ont pas simplement évoqué la simple barrière du prix, mais aussi de la qualité, qu'on ne retrouvait pas forcément toujours, les compétences aussi et les savoir-faire, qui étaient nécessaires, notamment sur des genres un petit peu particuliers, sur le manga, ou autre. Et puis, un manque de réactivité aussi de la part de certains imprimeurs. Et aussi la difficulté d'imprimer des petites séries. Parce que comme on l'a vu, la majorité des maisons d'édition en région Nouvelle-Aquitaine, c'est des petites, maisons d'édition où, on a des tirages moyens qui sont, assez faibles, hein. On est plutôt autour une moyenne autour des 1 000 tirages. Donc c'est aussi cette difficulté que rencontrent les éditeurs quand ils s'adressent à des imprimeurs, français. Et puis enfin je l'ai déjà dit, mais voilà, une insuffisance de connaissances, enfin non, ça j'ai une insuffisance de connaissances des imprimeurs régionaux. Donc on a aussi l'impression qu'il y a quand même, des liens, à renforcer entre les éditeurs de la région et les imprimeurs de la région où parfois, les 2 ne se connaissent pas très, très bien. Donc là, sur le maillon de la gestion des retours, là, plusieurs problématiques, ont été mis en avant. C'est que la gestion des retours, ça pose quand même un problème pour les éditeurs. Parce que soit, ça va être difficile de l'internaliser,
parce que ça demande une charge de travail supplémentaire, que ça demande, une capacité de stockage qui est pas toujours, présente ou, enfin en tout cas, à disposition. Et puis, de l'autre côté, ça peut être une prestation qui est réalisée par, notamment, les distributeurs, mais ça engendre un surcoût, qu'il faut être capable aussi, d'absorber. Donc, dans les 2 cas, que ce soit internalisé ou externalisé, il y a toujours, ce frein, hem et qui fait que, parfois, ben, on va préférer, faire partir, les ouvrages, au pilon. Et ça, c'est aussi, renforcé par le contexte, réglementaire et économique, avec, la loi Lang sur le prix unique qui limite, certaines opérations de seconde vie. Et puis le marché de l'occasion aussi qui est pas forcément très rentable pour les éditeurs, donc c'est pas toujours possible, de faire partir, les livres en seconde vie. Voilà, sur le marché de l'occasion. Alors là, c'est sur le maillon de la diffusion et de la distribution. Donc, on a des chiffres peut-être qui diffèrent un petit peu de ceux qui ont été vus, mais c'est aussi à relativiser parce que forcément le panel de répondants n'est pas le même que celui qui a été étudié, sur l'économie du livre. Donc les chiffres peuvent varier un petit peu et puis ça va dépendre aussi, des caractéristiques des maisons d'édition. Si elles sont plus ou moins petites, plus ou moins jeunes, on n'a pas exactement les mêmes, comportements. Globalement, on voit quand même que sur la partie distribution, là, 71 des répondants Heu, s'appuyer en tout cas sur des distributeurs. Alors après on n'a pas, le détail, si c'est des gros distributeurs, des petits et cetera, mais donc c'est une pratique qui est, assez répandue et nous dans les retours qu'on a eus, c'est que globalement à partir du moment où on a une maison d'édition qui commence à être un petit peu, structurée avec, plusieurs années de vie, c'est difficile de se passer d'un distributeur et ça devient un partenaire, qui est, nécessaire. Et c'est un peu la même, analyse sur les diffuseurs, même mais à moindre mesure, parce qu'il y a aussi des alternatives sur la diffusion avec, la vente en ligne, ou des approches, un peu localisées que les maisons d'édition arrivent à intégrer. Donc c'est un petit peu moins marqué sur la partie diffusion, même si ça reste des partenaires qui sont quand même, importants et répandus pour les éditeurs. Alors c'est ce qu'on a bon, j'ai avancé un petit peu là sur ce que je disais. Donc sur la diffusion, voilà, c'est des choses qui sont, plus mitigées parce qu'on a aussi, donc cette possibilité de passer en direct sur la vente, en ligne notamment et ou une logique un peu hybride où on garde un certain périmètre, et on délègue, d'autres régions ou voilà, à d'autres, acteurs de la diffusion. Sur la distribution, là, c'est moins gérable parce que ça demande des compétences complètement différentes. Il faut, gérer la logistique, le lien avec tous les libraires et cetera. Donc, dès qu'on commence à avoir une diffusion plus large, la distribution est difficilement, internalisable. Hem, donc sur ce maillon-là, les points qui ressortent comme étant, des points, d'amélioration où il y a quand même du travail à faire en matière de pratiques éco-responsables, c'est sur, l'importance des flux non raisonnés. Donc, notamment avec des commandes multiples, des libraires, donc qui vont commander des petites quantités, régulièrement. C'est souvent on commande un livre, puis un livre, puis un livre, voilà, donc qui génère aussi pas mal de flux ou à l'inverse, des commandes qui vont être trop importantes. Et puis la difficulté aussi d'avoir une vision sur les commandes, passées en temps réel. Alors les éditeurs ont des retours bien sûr de leurs diffuseurs, de leurs distributeurs, sur des analyses, mais pas forcément en temps réel. Donc elles ont un petit décalage entre, ce qui se passe à l'instant T et quand elles reçoivent, les chiffres, ce qui permet pas toujours d'anticiper ou de détecter, des tendances ou des comportements, en temps réel. Donc là, sur le maillon de la conception, on l'a
On l'a rajouté quand même si ça fait pas partie des axes prioritaires qui ont été, cités, au début parce que ça fait quand même la conception fait partie du maillon qui nous semble important dans les pratiques, éco-responsables. Ce qu'on note quand même, c'est il y a à peu près, 60 des répondants qui disent quand même mettre déjà des actions, éco-responsables, ou des pratiques d'éco-conception sur cette phase de conception. Donc, on a quand même des maisons d'édition qui sont engagées et qui essayent, de faire des choses, même si, finalement, ce qu'on voit, c'est que la pratique la plus répandue, c'est vraiment le tirage au plus près, donc ils vont privilégier les tirages courts, ce qui est effectivement une pratique, d'éco-conception. Mais il y en a quand même plein d'autres qui peuvent être, mises en place et celles-ci apparaissent, vraiment, à moindre mesure. Donc on sent quand même qu'il y a une marge de progression, qui peut se faire à ce niveau-là sur le maillon de la conception. Voilà, avec, aussi l'éco-conception, c'est souvent, dans l'esprit des maisons d'édition attaché à un caractère économique. Donc, on dit: «On ne fait pas telle et telle pratique parce que ça peut coûter plus cher», sauf que dans la démarche d'éco-conception, le coût va bien sûr rentrer en compte à la fin, mais, c'est pas la fin en soi, n'est pas le coût. Donc il faut aussi, voilà, peut-être, revoir un peu les principes et aider les maisons d'édition à comprendre ce qui peut être fait, et l'impact que ça peut avoir. Donc voilà, c'est ce que je disais sur le coût et puis aussi un autre point important qui est ressorti, c'est que finalement les démarches d'éco-conception sont assez peu valorisées ou valorisables par les éditeurs. Donc c'est-à-dire que c'est un peu vécu comme on fait des efforts, on s'engage, mais quelque part derrière, on peut pas vraiment valoriser notre engagement parce que, ben, ça peut pas se répercuter sur, le prix du livre ou que, par exemple, dans les manifestations, ou dans les salons qui sont organisés, il y a pas non plus la volonté de mettre en avant des maisons d'édition qui ont des pratiques éco-responsables. Donc c'est aussi tout cet aspect-là, qui représente une opportunité, si on veut, favoriser les démarches, d'éco-conception. Au niveau des imprimeurs, donc on les retours qui ont été faits, c'est que, finalement, l'édition pour les imprimeurs, c'est plutôt un marché de niche. En tout cas, sur les imprimeurs qu'on a interrogés, en région. Et que finalement l'édition, ça représente, qu'une partie de leur chiffre d'affaires et donc c'est pas non plus, la priorité pour, les imprimeurs, qui sont en région. Ce qui peut, expliquer aussi, le manque de relation entre les besoins et les attentes des éditeurs et puis ce que proposent les imprimeurs parce que, l'édition, c'est pas le marché, principal. La plupart des imprimeurs, ils sont spécialisés sur, d'autres types de marchés à plus gros volume, où ils vont pouvoir, être plus compétitifs, faire, des plus grosses marges, et donc c'est l'impression de magazines, commerciaux, de flyers, d'affiches, de cartes de visite, et cetera. Hem Ça conduit aussi, ben, à des équipements qui vont être, pas forcément adaptés aux besoins des maisons d'édition, puisqu'on va avoir, par exemple, des imprimeurs qui sont spécialisés sur, les impressions rotatives, offset, et donc qui vont avoir du mal à répondre aux besoins des maisons d'édition qui ont des petits volumes, enfin qui demandent des petits volumes alors que, pour que ce genre d'outil soit rentable, on est plutôt sur des gros volumes, et donc voilà, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est aussi que les imprimeurs, ont perdu un peu des savoir-faire et donc il y a très peu d'imprimeurs, en France qui maîtrisent encore
toute la chaîne d'impression, et notamment qui intègre, la reliure, le façonnage, et cetera. Donc c'est-à-dire que même si on fait appel à un imprimeur en France, cette partie va, souvent être, sous-traitée, peut-être, ailleurs, peut-être à l'étranger ou voilà, ou à un autre acteur, en France, mais du coup, ça multiplie aussi, les coûts et ça aide pas à la compétitivité des imprimeurs. Hem Et puis c'est quand même, le marché de l'impression, donc un marché qui est sous, tension. Il y a une disparition des imprimeurs en région et au niveau, national. Heu, Entre 2011 et 2020, les effectifs ont reculé de 30 et le nombre d'établissements de 27. Donc c'est quand même un marché qui est en difficulté, qui a du mal à trouver, sa place et sa compétitivité. Parce qu'il y a aussi, beaucoup de concurrence qui s'est développée, donc à l'étranger, hein, qui ont aussi, bénéficié de subventions, de soutien, à l'étranger. Donc c'est compliqué pour les imprimeurs, français et puis vient, à ça s'ajouter, voilà la crise qu'on connaît actuellement, énergétique et puis, la crise sanitaire, et puis, la guerre en Ukraine et cetera. Avec, une pénurie, du papier, une augmentation des prix aussi du papier, qui a augmenté, de plus de 40 je crois, c'était les retours qu'on avait. Voilà, donc tout un ensemble, tout un contexte qui est pas forcément en faveur de ces acteurs-là. Heu, donc ensuite, juste pour, revenir un petit peu sur la partie, label, donc là on a fait un petit peu la liste des labels et des certifications, je vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, ce qui est ressorti des échanges qu'on a eus avec les imprimeurs, c'est que la plupart sont engagés ou en tout cas considèrent qu'ils sont engagés sur, des démarches qui sont plus respectueuses de l'environnement, que c'est des points sur lesquels ils essaient de faire attention. Ils sont généralement, dans cette démarche de labellisation, de certification, et cetera. Et pour eux, c'est finalement un moyen, d'être plus vertueux et de faire des économies in fine aussi, d'énergie. Mais aussi, parce que c'est un moyen de se différencier, parce que c'est un contexte réglementaire aussi auquel il faut qu'ils s'adaptent de toute façon. Et que dans beaucoup d'appels, d'offres ou d'appels publics et cetera, c'est aussi demandé. Donc voilà, tous ces enjeux-là font que, les imprimeurs, ont tendance à mettre en place des pratiques, plus vertueuses pour l'environnement. Sur le maillon de la donc des distributeurs, enfin diffusion et distribution, là c'est pareil, je pense que ces acteurs-là ont conscience de l'impact, des flux sur l'environnement et essayent de mettre en place des pratiques pour réduire, cet impact, même si c'est pas, toujours, évident. Donc par exemple sur la partie diffusion, là on a eu, enfin ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même des efforts des représentants pour qualifier et quantifier au mieux les besoins, des libraires. Donc c'est être, plus proche des libraires pour s'assurer que, les commandes vont correspondre ou à ce qui va pouvoir être vendu, donc limiter in fine les retours. C'est des échanges, réguliers avec eux. C'est par exemple privilégier la télévente, donc les échanges, en visio au lieu, d'envoyer un représentant qui va, sillonner, toute la France, en voiture. Et puis sur la partie distribution, il y a des efforts qui sont faits sur la réutilisation des cartons pour, les expéditions, la limitation de l'utilisation de plastique, ce genre de choses. Et puis, certains distributeurs aussi qui sont un petit peu plus souples, sur les pratiques et qui vont, permettre, aux libraires de faire des renvois de bouquins, un petit peu plus tard, voilà, un peu plus de flexibilité. Et puis, avec une adhésion à la plateforme prise sur les livraisons en province, et cetera. Donc, par contre, enfin, ce qui est quand même, ce qu'il y a à noter aussi, c'est qu'il y a cette partie sur les libraires, enfin, ce qui est remonté en tout cas, c'est que les libraires sont aussi,
hem, largement dépendants de plusieurs choses sur la gestion de leur flux. Notamment, la taille des librairies, donc c'est-à-dire qu'une librairie, elle a pas toujours la capacité à stocker, donc c'est pour ça aussi qu'elle est obligée de commander, petit à petit. Il y a donc c'est des contraintes, physiques. Après il y a aussi, l'outil de gestion, et tout ce qui est, capacité de pilotage des stocks, où toutes les librairies ne sont pas équipées d'outils, très performants ou en tout cas, qui permettent pas de gérer au mieux, ces stocks et tous les flux. Et puis, il y a aussi les attentes des consommateurs. Donc c'est-à-dire qu'on a des consommateurs qui, de plus en plus, veulent, voir de la nouveauté, avoir, des choses, rapidement, et cetera. Donc c'est aussi une contrainte, marché, qui vient sur les libraires, donc et qui est pas toujours compatible avec, des démarches plus vertueuses pour l'environnement. Donc c'est là aussi où il faut trouver, le juste milieu, et ça fait aussi dire que quelque part c'est un sujet qui concerne tout le monde et que c'est un petit peu compliqué de l'étudier par, maillon, parce que, finalement, on a tous un rôle, à jouer, sur les pratiques éco-responsables. Donc j'en arrive aux conclusions. Alors ce que l'étude a pu, en tout cas la partie, état des lieux, et analyse des freins et des opportunités a pu faire, ressortir, c'est que, on a, aujourd'hui une filière donc, régionale qui, ne se connaît pas forcément. Donc, peut-être, ou en tout cas, tout le monde n'a pas la bonne maîtrise de qui fait quoi et comment est-ce que c'est fait. Donc là, on voit aussi une opportunité de renforcer un peu les échanges, des différents maillons en fait, de la chaîne, entre eux, pour réfléchir, peut-être, ensemble, pour mieux se connaître, pour, voilà, pour avancer. On a aussi des acteurs qui, pour la plupart, ont intégré des pratiques éco-responsables et ils sont sensibles. Donc, on l'a dit, enfin tout à l'heure, par exemple pour l'atelier éco-responsable, il y a eu peu d'inscriptions, parce que peut-être que l'enjeu prioritaire n'est pas là aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas sensibles à cette question-là et qu'ils n'y font pas attention. C'est juste que c'est aussi quelque chose, un sujet qui se traite de façon transverse, et c'est peut-être ça aussi qui explique, la faible participation, pour l'atelier. Donc en tout cas, les gens sont sensibles, ils essayent de faire des choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément une marge de progression à faire là-dessus. Mais ça veut dire aussi donner les moyens, à ces acteurs de pouvoir faire des choses, être sensibilisés, au sujet, qu'on puisse aussi, leur donner des notions, et des cas, concrets, de choses qu'on peut mettre en place. Et puis il y a aussi, les flux liés à la distribution, donc avec, tout ce qui est, commande et retour, qui constitue un enjeu clé, pour ces impacts environnementaux, donc avec les impacts liés au transport et puis, tout ce qui est, problématique de flux, retour, de tri et de pilon, pour les éditeurs. Où là, aussi, il y a peut-être des choses, et des réflexions à mettre en place pour, peut-être, mutualiser, ces besoins, de tri, hein, parce que finalement c'est des besoins qu'on retrouve, sur plusieurs maisons d'édition. Donc au lieu de faire chacun son tri, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être mutualisées. Donc il y a aussi des réflexions à avoir sur cette gestion des flux. On a aussi, ces démarches éco-responsables qui se trouvent, limitées et en tout cas qui semblent être, dépendantes de plusieurs facteurs, notamment la structuration du marché, hein. Voilà, le marché, il est ce qu'il est. Il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui sont en majorité de petite taille et donc qui ont aussi des ressources financières limitées, des moyens humains, limités, donc difficile de tout gérer. Et puis des imprimeurs de l'autre côté qui sont confrontés, à beaucoup de concurrence étrangère, et donc qui cherchent, plutôt à s'orienter sur des marchés, à plus gros volume, avec, des marges un petit peu plus importantes, et cetera.
On a aussi le contexte actuel, hein, je ne vais pas répéter, je pense qu'on l'a tous en tête. Et puis, plus globalement, c'est aussi, l'économie du livre, hein, qui est en place, qui complexifie, notamment la gestion de ces flux, avec des librairies, qui sont dépendantes des attentes du marché, des consommateurs, et puis de l'autre côté, des distributeurs qui essaient de contenir, ces flux, mais qui sont aussi rémunérés sur le flux généré. Donc voilà, c'est toujours un petit peu des choses qui sont, un peu contradictoires, et des éditeurs, qui ont pas forcément la main sur tous les flux. Donc voilà, c'est un ensemble, on le voit bien, qui est complexe et qui touche, plusieurs maillons de la chaîne. On a aussi, donc la mise en place d'actions, qui nécessitent d'engager, d'inclure donc l'ensemble, des maillons. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous ai pas coupé comme je vous ai Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques? Oui. Merci. Bonjour. Plutôt une remarque ou une problématique par rapport à la gestion des flux de la distribution et aux contraintes des petits libraires notamment. Pour en avoir discuté pas mal avec certains, je vais prendre l'exemple de la BD parce que c'est plus ma partie, mais par exemple MDS annonce l'année dernière, en novembre-décembre, aux libraires que la diffusion se fera à partir de 3 exemplaires commandés. En dessous, pas de distribution. Donc, tollé général. Donc, j'entends bien qu'on parle aussi d'éco-responsabilité. Bon, après, il y a une notion, on va dire, de logistique et puis de gestion des entrepôts aussi. Mais ça amène un effet un petit peu pervers parce que soit le libraire fait une surcommande, auquel cas il va sûrement renvoyer, soit le libraire ne commande pas, et à ce moment-là, chez qui le client commande? Il va commander en ligne, avec aussi, finalement, un carton, du transport, et donc un financement qui sort directement de la librairie. Donc voilà la remarque. Oui, je peux que dire oui. C'est toute la complexité, hein, et c'est pour ça que réfléchir seul, c'est compliqué aussi. Et c'est là où les initiatives de mutualisation, peuvent être intéressantes. C'est-à-dire que je réfléchis pas, en tant que seul libraire. Peut-être qu'il y a d'autres libraires qui sont dans mon cas, et enfin voilà. Mais c'est effectivement, c'est un ensemble qui est complexe. Oui, une autre question? J'y vais. Là-bas, Stéphane. Après, ce sera... C'est pour rebondir un peu sur la même question, mais je me pose des questions en fait sur les chiffres exacts de cette augmentation des flux et de commandes à l'unité par rapport à il y a 10 ou 15 ans, par exemple. J'ai su par des trucs de logiciels, sur l'Observatoire du syndicat de la librairie française, il est noté que sur 400 librairies, on vend presque 150 000 références différentes par semaine. Donc, ça veut dire que concrètement, la commande à l'unité, elle devient un peu... peut-être que c'est pas... Peut-être qu'il y a la question du libraire qui commande 3 fois dans la semaine. C'est un discours que j'entends de plus en plus depuis quelques mois. Je commence à m'interroger sur la réalité de ce discours-là. C'est-à-dire concrètement, est-ce qu'on a augmenté de 50% nos commandes, donc je suis libraire à l'unité, ou donc est-ce que c'est conjoncturel, est-ce que c'est là, ou est-ce que c'est structurel depuis beaucoup plus longtemps, la chaîne du livre? Et dans ces cas-là, je pense que les réponses qu'on pourrait les amener seront forcément pas les mêmes. C'est effectivement un point, intéressant. Après la limite, en tout cas qu'on a nous dans le cadre de cette étude, c'est que les libraires n'étaient pas, ne faisaient pas partie des maillons qui étaient étudiés. Donc en fait, on n'a pas forcément cette vision sur ces données-là. On n'a que des retours sur ces pratiques via les distributeurs, et voilà, et les diffuseurs. Ils ont donné, des exemples, mais en plus on n'a pas assez interrogé de distributeurs pour, pouvoir vraiment,
on peut évoquer les chiffres, mais c'est pas représentatif parce voilà. Donc c'est vrai, c'est la limite, en tout cas dans le périmètre qui nous a été donné, c'est qu'on n'a pas cette étude plus fine sur le maillon des libraires et donc sur leurs pratiques, si elles ont évolué ou si finalement c'est juste qu'avant ça posait pas de problème parce qu'on regardait pas l'impact environnemental et du coup, bon, bah voilà, c'était pas gênant. Après peut-être, enfin en tout cas ce qui ressort et ce qui est communiqué, c'est qu'il y a quand même une tendance de la consommation, donc c'est plutôt les consommateurs qui sont, plutôt friands, de nouveautés, de renouvellement et d'avoir les choses, rapidement. Mais ça c'est voilà. Est-ce qu'avant c'était pareil ou pas? Je ne saurais pas vous dire. Mais ça peut être, effectivement un point intéressant à voir. Oui, bonjour. Moi, je voulais juste revenir sur la définition de l'imprimeur, enfin, en termes de critères de définition de ce métier. Est-ce qu'on parle que des imprimeries offset ou est-ce qu'on parle, par exemple, d'un reprographe? Est-ce qu'on parle de l'imprimerie artisanale, des risographes, des sérigraphes, enfin, voilà, des graveurs? Ou est-ce que c'est vraiment les imprimeries à gros volume qui sont... On a pris, enfin, alors, il faudrait peut-être voir avec l'ALCA, je ne sais plus exactement, mais on a pris les imprimeurs au sens large qui étaient implantés sur la région Nouvelle-Aquitaine. Mais il se trouve que dans cette part des imprimeurs, donc déjà, il n'y en a pas énormément, je crois qu'on était sur 25 imprimeurs. Il n'y a pas énormément d'imprimeurs. Et sur ceux qu'on a réussi à avoir, on était plutôt sur des pratiques Oui, gros de volume, gros offset et volume. Ouais. tout ça, ouais. Mm. D'accord. Parce que ça se développe énormément, justement, des imprimeurs qui vont répondre aux attentes de petites séries, de petits tirages, et où là, on a effectivement un circuit court beaucoup plus vertueux. Et ça se développe énormément actuellement pour répondre à ce problème aussi. D'accord. Oui, bonjour. Question d'une autrice donc béotienne en la matière. Et donc, il y a une question plus globale et transversale qui concerne aussi bien les éditeurs que les imprimeurs. De quelle manière est-ce que la triple crise dont vous avez parlé et que l'on constate, la crise énergétique, la crise sanitaire, enfin dans l'ordre sanitaire, énergétique et l'augmentation du coût du papier, de quelle manière est-ce que ça a impacté l'activité des éditeurs? Est-ce que ça, vous avez des éléments qui remontent de l'enquête et est-ce qu'on sait quelles ont été les conséquences en termes soit de volume d'activité des éditeurs ou de réduction de la voilure, entre guillemets, ou de choix éditoriaux? Alors, je pense que là, on est arrivé un petit peu tôt dans l'enquête pour mesurer cet impact. Parce qu'on est au début en fait de la crise énergétique et de papier, donc on n'a pas forcément senti pour le moment, mais ça faisait pas non plus partie forcément du scope de l'étude, mais je pense qu'on est un peu tôt. Si je peux me permettre, j'ai juste une information peut-être à vous donner en répondant à cette question-là. Considérant les maisons d'édition poche, puisque c'est plus le domaine que je connais, l'impact a été très simple. Il y a une modification de la grille de prix, ça c'est évident, au point que les maisons qui avaient des prix affichés sur leur couverture reviennent en arrière pour remettre des catégories plutôt que des prix, pour une raison simple, c'est que la catégorie permet de faire évoluer les prix à la hausse ou à la baisse selon le prix du marché, du papier en particulier. Voilà, c'est un élément de réponse parmi vos questions. Si ça marche. J'avais deux réflexions. Donc merci, c'était passionnant. D'une part, sur la question dans les perspectives de qu'est-ce qu'on fait de ce marché très florissant. Alors c'est pas une question pour vous, mais c'est une réflexion globale du livre d'occasion qui dégagerait, chiffre que j'avais entendu aux assises de l'édition jeunesse, dégagerait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires sur lesquels, en fait, aujourd'hui, l'écosystème du livre n'a aucun retour, n'en bénéficie pas, alors qu'on voit qu'il y aurait un certain nombre de besoins. Donc, je pense qu'il y a un gros sujet aussi là-dessus sur le partage de la valeur.
Et la deuxième réflexion que j'ai, c'est au sujet de la mutualisation et notamment de la mutualisation du tri. Des retours et notamment des retours, par exemple, post-salon sur lesquels il y a énormément de légendes urbaines qui seraient vendues sur des parkings à des soldeurs, qui seraient, enfin voilà, il y a énormément de légendes urbaines là-dessus. Néanmoins, ça demeure en effet un problème parce que ces livres nécessitent en effet d'être triés. Et je m'interrogeais sur la possibilité de mobiliser les entreprises d'insertion et les entreprises des ESAT notamment. C'est une tâche qui est assez simple. Les ESAT sont souvent des entreprises qui ont elles-mêmes des lieux de stockage, qui sont habituées à la gestion de la manutention ou de tâches fines de cet ordre-là et qui sont en fait aujourd'hui pas mobilisées. Alors c'est peut-être une mauvaise idée, mais en tout cas, j'ai pas vu de perspective, j'ai pas vu d'études ou de tests sur ce sujet. Et je pense que peut-être il y aurait quelque chose à inventer là, et notamment qui permettrait aussi de rester peut-être en local. Voilà. Mais alors, sur le dernier point, en tout cas, sans dévoiler, sans faire de secret, mais ça fait partie, en tout cas, des préconisations qui ont été évoquées. Donc cet aspect de mutualisation, et notamment de faire appel aussi à des centres, comme ça, qui ont les ressources et la capacité à gérer, ces actions de tri, par exemple. Donc voilà, ça fait partie des pistes. Donc c'est plutôt une bonne idée. Enfin, je serais d'accord avec ça. Pour rester dans la même thématique, pardon, il y a un gros distributeur, peut-être que vous l'avez interrogé, qui a trouvé une solution pour ces flux. Il propose aux éditeurs de cellophaner leurs livres. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est un prix très peu, enfin c'est très peu cher hein, de faire cellophaner un livre. Oui, non, mais c'est ironique. Hein. Mais bon, on en a qui sont obligés de le faire. Voilà. Mais après, c'est vrai que sur toutes les pratiques, c'est là où il y a des incohérences aussi. Après, il y a des distributeurs qui nous disent, nous, on aimerait bien utiliser moins de plastique, moins d'emballage, etc. Mais ça sous-entend que tout le monde doit faire attention aussi. Parce que ça veut dire que les libraires aussi, quand ils reçoivent les livres, ils font attention à pas les abîmer, etc. Quand ils les renvoient, voilà. Enfin, tout le monde doit faire attention parce que sinon, on est obligé de les protéger. Oui. Derrière et après, ce sera vous. Ouais, ça aussi. Merci. Je voudrais juste préciser qu'on n'a pas de distributeur dans notre région. Et quand on est un éditeur, qu'on fait imprimer ses livres, ils sont livrés dans 2 points, la maison d'édition et le distributeur. Ils ont déjà 2 trajets à faire. Donc, si on veut être vertueux, qu'est-ce qu'il faut choisir ? La vertu de se faire livrer ses propres livres par son imprimeur régional ou un imprimeur qui est dans la région de son distributeur ? Il faut y penser. Il y a les 2 points de livraison, d'une part. Et j'aimerais préciser une chose, c'est que moi, j'ai fait partie du comité, la Théodule. Et je me souviens, les premières réunions, une chose que vous aviez du mal à avoir, c'était des réponses d'imprimeurs. Et vous disiez, ils ne veulent pas nous répondre. Et à la limite, ils s'en foutent. Hein. Non, c'était ça quand même. À un moment, vous en aviez 2. Alors, vous avez réussi à en trouver 6. Je ne sais pas qui, mais je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas quel volume ils ont. Mais il y a aussi cette chose qui est que l'imprimeur a renoncé à imprimer des livres de littérature, en grande partie. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas rentable, hein, et qu'il préfère éditer du magazine pour Leclerc, des choses comme ça, et qu'on demande à des éditeurs d'être vertueux face à un système qui ne l'est plus, et qui ne l'est plus pour une raison très simple, c'est que l'Europe a financé massivement des grandes imprimeries à l'Est ou dans les pays du Sud, c'est la vertu de l'Europe, mais qu'on arrive maintenant dans une situation où, alors que fait l'Europe ? Elle va refinancer de la localisation, hein ? Est-ce qu'on demande aux tout petits acteurs que nous sommes d'être vertueux face à un système énorme qui ne l'est plus ? Alors la région a raison d'encourager ça, mais le système n'est plus adapté à notre mode de fonctionnement. Alors voilà, je veux juste le signaler parce que j'ai vu ça au fur et à mesure des réunions, qui était que les imprimeurs, je pense que vous avez dû les supplier de répondre, hein, soyez gentils, prenez un quart d'heure, hein, et que nous, quand on est démarchés, et on est démarchés à longueur de temps, on n'est quasiment pas démarchés par des imprimeurs locaux. Quand on leur demande, ils nous disent, vous êtes gentils, j'ai gagné 1000 balles sur vos livres, ça ne m'intéresse pas. Je préfère imprimer les choses qu'on met dans les boîtes aux lettres. Voilà. Enfin, c'était juste une petite remarque pour dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dites et que la vertu, il faut parfois la chercher là où elle n'est pas.
Alors, je voudrais préciser une petite chose concernant les imprimeurs. Je ne suis pas imprimeur, je n'ai pas d'imprimerie, mais il y a un constat national qui est vraiment très, très fort. Il y a une attractivité, un manque d'attractivité de ce métier, à savoir que l'âge moyen des imprimeurs est de 50 ans, des départs massifs à la retraite qui ne sont pas du tout remplacés. Et des petites imprimeries qui ferment parce qu'il n'y a pas de repreneurs pour cette problématique et que je pense on n'a pas encore les retours de la crise énergétique et qui les touche vraiment fortement avec la crise du papier, ce qui fait que des petits imprimeurs, on va en voir un petit peu disparaître, d'où la raison où en région, le nombre d'imprimeurs peut être réduit et aussi le manque d'effectifs énorme qu'ils ont du mal à le remplacer, à savoir que au sein du SNE, il y a une commission fabrication et avec l'imprimerie aussi, ils ont lancé une démarche du tourisme industriel, aller visiter des imprimeurs pour attirer des jeunes à s'intéresser à aller travailler en imprimerie. Le problème, il est double, attractivité du métier, les petits ont du mal à recruter, départ à la retraite massif, concentration qui est très très forte, ce qui peut générer que quelque part un effet pervers dans une démarche éco-responsable et aller vraiment très loin pour imprimer. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir un contact avec l'UNIX, c'est-à-dire l'Union nationale des industries d'impression et de communication, qui justement réunit tous les imprimeurs dans toute leur diversité. Ça va de l'imprimerie de labeur jusqu'à l'imprimerie de livres, et qui en 2014 avait passé une étude avec le ministère de l'économie justement sur les problématiques de relocalisation. Hein. Et cette étude très intéressante est sur leur site. Vous n'avez pas eu de contact? On n'a pas eu de contact. En fait, je crois que je les connais un peu, mais ils sont très très centralisés. Et il n'est pas sûr qu'ils aient des relais dans toutes les régions. Mais en tout cas, il y a une évidence que les éditeurs présents ici connaissent sans doute, c'est que les designers de livres, les artistes qui sont formés en France en typographie, qui sont parfois d'un vraiment très haut niveau, qui ne travaillent pas seulement pour la France, considèrent comme essentiel de pouvoir travailler sur les machines avant l'impression du livre. Et c'est un facteur en fait de qualité du livre et d'attractivité. Je pense notamment, par exemple, pour l'illustration jeunesse, on sait très bien que le livre jeunesse est majoritairement imprimé très loin de France. Et il y aurait peut-être des enjeux de ce point de vue, mais en remobilisant les imprimeurs, ce qui n'est pas simple. Une dernière question ? Oui, bonjour. Moi, j'avais juste une question un peu technique. Je voulais savoir si vous aviez eu des informations sur la revalorisation en fait du pilon, enfin du papier, issu du pilon ou la gâche ou des chutes de papier chez les imprimeurs. Alors chez les imprimeurs, non, c'est-à-dire que ce qui a plutôt été étudié, c'est le pilon sur la partie, enfin les livres qui partent au pilon, pas forcément sur les rebuts ou c'est en sortie d'impression, vous voulez dire? Non, ce scope-là, on l'a pas vraiment étudié. Après, c'est aussi qu'on a eu moins de relations avec les imprimeurs et finalement des imprimeurs qui sont pas toujours vraiment spécialisés sur la partie édition. Donc voilà. Je n'aurai pas de plus d'informations là-dessus. Merci.